Salut à tous et salut à toi qui est sur cette vidéo. Si tu es là, c'est que tu es fan de Marvel, peut-être juste fan du MCU, au minimum curieux de savoir ce qui s'y passe, ou alors peut-être que tu es fan de Batman, on sait jamais, tu aurais aimé connaître la même chose avec le DCverse, ça peut encore arriver, ou alors tout simplement il est 2 h du matin et une obscure recommandation sur YouTube t'a amené jusqu'ici sur cette nouvelle chaîne, auquel cas bienvenue à toi aussi et bienvenue à tous pour cette première émission. Dans cette vidéo consacrée au premier film à proprement parler de l'univers Marvel cinématographique, Iron Man évidemment, on va se concentrer sur toutes les intrications entre le film et le reste de l'univers Marvel, que ce soit dans les comics ou dans les films, afin de révéler, on va dire, la profondeur scénaristique qu'ont voulu donner les scénaristes et les réalisateurs depuis tant d'années. Alors oui, j'en vois déjà se lever de leur fauteuil pour râler, tel Martin ou Francis, sur le fait que le MCU n'est pas du cinéma, que ces films ne vont pas laisser d'empreinte dans le monde du 7e art, ou encore que Thor 2 est un film de merde. À cela, je répondrai dans l'ordre que ce sont des films au même titre que les autres, et qu'ils ont le droit d'avoir leur public, qu'ils ont, qu'on le veuille ou non, déjà laissé leur empreinte dans l'univers du cinéma et dans le 7e art. Et puis, concernant Thor 2, bon, nous ici, on n'est vraiment pas là pour juger. C'est vrai que c'est un bon gros film de merde. Iron Man 1 donc, sorti en 2008, premier film à lancer le Marvel Cinematic Universe, même si chronologiquement il faudrait commencer par Captain America pour suivre l'histoire dans l'ordre. Alors attention, petit disclaimer déjà, l'idée c'est pas d'expliquer le film ou les anecdotes de tournage, mais bien de voir les références faites aux comics et au monde réel. Je vais donc considérer dans cette vidéo que vous l'avez vu, ou que vous n'avez aucun problème à être spoilé comme des gros porcinés. Ah oui, je vous la diffuse en français aussi. Déjà parce que pour la compréhension ce sera plus simple, et surtout parce que je suis fan des comédiens de doublage francophones. Dès le début du film, juste un petit mot sur les musiques populaires, notamment le rock, une constante dans les films Marvel. Je pense notamment aux Gardiens ou à Thor Ragnarok. Mais pour le bon vieux rock, là c'est plutôt très connoté Tony Stark dans la saga. Alors dès l'ouverture, on a le droit à du AC/DC, un petit groupe de hard rock amateur qui a fourni quasi toute la bande son de la suite Iron Man 2 et qui sera aussi utilisé dans Spider-Man Far From Home et Avengers. Là on entend Back in Black. Et pour des raisons évidentes de monétisation, je vais remplacer cette musique par une interprétation personnelle au bon tant pis. A noter aussi d'ailleurs que le fameux Iron Man de Black Sabbath est aussi présent dans le film, c'est à la toute fin si vous n'avez pas remarqué. Un premier personnage est donc introduit, Tony Stark, on va pas s'étendre pour l'instant puisqu'on va avoir le temps de le faire, il est dans 11 des 23 films de la saga Infinity tout de même, soit globalement tous les films chorales, les films dédiés et les Spider-Man. Pour le coup, vous avez eu toute sa backstory à travers toute la saga et vous savez déjà la plupart des choses à savoir, donc on va continuer. Alors là en fait je voulais faire un effet super stylé, un peu à l'américaine, on voit le personnage un petit peu détouré là qui sort du cadre avec un flou en arrière-plan et puis son texte là qui apparaît avec son nom comme ça, avec des gros caractères sur le côté, mais la flemme. Du coup il y aura juste son nom dans la marge. Ça n'a jamais été confirmé, mais ici ma théorie c'est qu'on donne déjà un petit indice sur le réacteur arc de la poitrine de Tony. Vous savez, le premier modèle avec les 3 bobines de cuivre enroulées sur le noyau. D'ailleurs ça fait très convecteur temporel tout ça aussi. L'image de ceci. Là on vient dans le cœur du sujet, c'est un peu l'idée centrale du film, et même pour certains de toute la trilogie Iron Man, voire fil rouge sur toute la saga, les 10 anneaux seraient à l'origine de la capture et de la détention de Tony Stark. Dans cette scène on voit clairement le drapeau au fond, qui parodie en quelque sorte tous les codes des groupuscules terroristes, et qui rappelle vachement 10 anneaux détenus par le mandarin dans les comics. D'ailleurs on le verra dans le 3e film Iron Man au cinéma, le mandarin tiendrait ses pouvoirs de 10 anneaux récupérés depuis des vestiges d'un vaisseau spatial écrasé sur Terre. Il en a un à chaque doigt avec un pouvoir pour chaque. Si vous voulez, c'est un peu le modèle pour adultes du gant de Thanos. Dans les comics, son groupe n'a pas de nom à proprement parler, et ses sbires n'ont pas d'étendard du genre, mais bon, là dans le film, ça laisse peu de place au doute quand même. Oh, et puis petit spoiler aussi, si vous parlez l'ourdou, la langue de la vidéo, vous connaissez déjà le plot twist sur Obadiah Stane, puisque c'est littéralement exprimé ici. C'est vraiment les 10 anneaux qui expliquent à Stane qu'ils ont changé le contrat pour la capture de Tony Stark. A noter, ce qui est pas mal, c'est que l'Afghanistan est un choix pour ancrer le MCU dans les années 2000, puisque dans le comic, l'histoire canon situe tout ceci au Vietnam,
Mais l'Afghanistan a remplacé cette origine dans ce qu'on appelle une retcon, ou continuité rétroactive. En fait, c'est un procédé dans les comics qui permet aux éditeurs de BD de reconstruire le passé d'un personnage afin de le remettre à jour. Iron Man a été créé en mars 63 et à cette époque, un Américain pris en otage par un pays en guerre avec grande chance de se trouver au Vietnam. En 2010, ça n'avait plus de sens évidemment, et cette fois, ce n'est pas le MCU qui a inspiré des reboots et autres retcons des personnages Marvel, mais cette histoire est devenue canon avec Warren Ellis et son arc Extremis publié entre 2005 et 2006, soit 2 ans avant le film. Première introduction d'Howard Stark, dont la photo, la pose, la petite moustache, les décors dans lesquels on va le voir à chaque fois, genre devant des plans de construction, font grandement penser à Disney, Walt, le vrai, celui qui a créé l'empire qui détient aujourd'hui Marvel, et puis la moitié de notre univers réel quasiment. On fait aussi référence au journal du 17 décembre 1991, avec la mort des parents de Stark, le 16 du coup, dans un accident de voiture. On en saura plus avec le Soldat de l'hiver un peu plus tard, mais à l'inverse des comics, ce n'est pas un assassinat industriel de la Roxxon Company. D'ailleurs, on reviendra aussi une autre fois sur le Howard du film, qui est assez loin de celui des comics. Les auteurs ont zappé l'alcoolisme du père notamment. Ah oui, et puis on va évacuer tout de suite le pont le plus obvious entre le monde réel et l'univers Marvel, c'est que dans ce film, Tony Stark est... Je suis Iron Man. Oui, non, mais ça je sais, mais Tony Stark est aussi Elon Musk. Son attitude, son parcours de vie, son empire, sa fortune, son côté génial et en même temps arrogant, mais toujours désinvolte, son goût pour la démesure, les nouvelles technologies, le futur, l'énergie verte, c'est clairement le patron de Tesla qui est représenté. Jon Favreau, le réalisateur du film Iron Man, l'a ensuite confirmé en interview. D'ailleurs, Musk sera aussi invité dans le 2e opus. Et ce qui est drôle, c'est qu'au fil du temps, les deux hommes ont l'air de s'être mutuellement inspirés. L'un, Tony Stark, transposant le possible décrit par Musk dans les films, et puis l'autre, Elon Musk, concrétisant l'improbable de la fiction dans la vraie vie. Et puis on pourrait aussi parler du fait que Robert Downey Jr., l'acteur de Tony Stark, est lui-même devenu Tony Stark dans la vraie vie, au point de vouloir utiliser sa fortune colossale pour financer des projets de recherche qui pourront aider les gens dans le futur. Because didn't you go to Amazon and you walk in there and you start, like Tony Stark, you're introducing AI, right? You're now pursuing AI? I am. And somebody said, you know, between robotics and AI, we could probably clean up the planet in less than a decade. And I said, oh my God, well, let's do it. Let's start a coalition. They're like, You, Tony Stark, Robert Downey Jr., forming a company and saving the planet. right. It's a good concept. And that's pretty much what it is right now. Can you get They the said, plastic out of the ocean? Yes. How do we do it? Let's do it. Now you think you're Tony Stark, but I like it. A noter que Stark version comique était lui-même inspiré d'Howard Hughes, selon Stan Lee en 2008. Ce dernier était plus ou moins l'Elon Musk des années 60, on va dire, un homme d'affaires excentrique et un aimant à femmes. Bref, on revient donc au film avec l'introduction d'Obadiah Stane pour la première fois. Dans le comic, c'est bien lui qui campe Iron Monger dès les premiers épisodes de la nouvelle série d'Iron Man en 1982. Le développement est assez similaire d'ailleurs, un homme d'affaires chauve, donc méchant, manipulateur et qui va construire sa propre armure pour battre Stark et piquer son entreprise à la mort de ses parents. Par contre, toute la backstory autour du protégé de son père qui devient un genre de parrain du fils a été rajoutée pour les besoins du film. Le colonel Rhodes est introduit aussi, mais on n'a pas son nom à ce moment. D'ailleurs, on saura qu'il est lieutenant-colonel 2 minutes plus tard. Lui aussi, son développement sera assez similaire en film et en comics, devenant l'Iron Patriot et War Machine. Dans le comics par contre, c'est un ancien pilote de chasse de l'armée devenu pilote privé pour Tony Stark. D'ailleurs, il reprend le costume d'Iron Man lorsque Stane récupère l'entreprise et que Stark devient un SDF. Un petit parallèle avec Iron Man 2 où Rhodes prendra justement une armure de Stark pour la ramener au gouvernement, on en reparlera plus tard. Introduction aussi d'Happy Hogan, pas nommé tout de suite non plus, son rôle a été largement descendu d'ailleurs par rapport au comic. Dans la BD, il fait partie d'un triangle amoureux avec Tony et Pepper depuis 1963 et se marie même avec elle puis divorce. Il est son chauffeur et assistant. Mais après, comme toujours dans les comics, il y a 650 univers différents avec des univers alternatifs, des terres alternatives. Donc là, on est sur Terre 199, 999, donc Balek. Ici, c'est un chauffeur et un assistant. Christine Everhart, oui, elle aussi, elle vient du comic. Elle bosse comme reporter au Daily Bugle. Vous connaissez, on en trouve un certain Spider-Man.
et elle a dû couvrir des affaires sur Tony Stark. Mon père a combattu les nazis et travaillé sur le projet Manhattan. Petite référence en effet à Howard qui faisait partie des SSR, les services secrets durant la guerre, qui ont ensuite fondé le SHIELD du MCU après avoir botté le train des nazis avec le Captain justement. D'ailleurs on n'est pas si loin des comics où Howard Stark a contribué à créer la bombe atomique américaine et a été l'un des plus grands savants de la guerre. Alors par contre il n'a jamais fait partie du SHIELD jusqu'à la nouvelle série SHIELD qui est sortie en comics en 2010. Oh, et puis comme on change pas une équipe qui gagne, Howard Stark tient son prénom d'un gars que vous connaissez maintenant, Howard Hughes. Bien joué. Introduction de Jarvis maintenant, et de la maison à Malibu, inspiration du comic également, mais qui, au cas où vous vouliez l'acheter, n'existe pas tout simplement car c'est une zone interdite de construction, pour éviter de tomber dans la flotte après une attaque de missile par exemple. Vous n'êtes pas autorisé à pénétrer dans cette zone. C'est Jarvis. Le nom de Jarvis, lui, a été donné au système de l'armure Iron Man dans la saga House of M en 2005, mais globalement le nom a surtout été porté par le majordome de Tony et de Howard dans la BD. Bon alors pour les fans de la concurrence qui sont peut-être encore là, c'est un peu leur Alfred à eux. Je vois bien que vous avez la référence. Dans le film, c'est justement une référence à Edwin Jarvis, et en son hommage, Tony a donné ce nom à son intelligence artificielle. Dans l'univers MCU, il faudra attendre la toute fin de la saga Infinity pour avoir une vraie référence claire et nette à ce sujet, en voyant justement le majordome. Vous devez être la célèbre Pepper Potts. Effectivement. Introduction de Pepper Potts, la secrétaire de Tony Stark dans le comic et dans le film, qui fait partie des aventures d'Iron Man depuis le tout début ou presque, à peine 6 mois après la création du héros. Dans la BD, elle est castée par Happy, tombe un temps amoureux d'Iron Man sans savoir que c'est Stark. Tony tombe aussi amoureux d'elle, mais elle épouse Happy, bref c'est un beau bordel, on en a déjà parlé tout à l'heure. L'histoire d'amour en mode je t'aime, moi non plus, comme on le voit là, fait plutôt penser au reboot alternatif de Heroes Reborn dans les années 90, où Pepper et Tony Stark sont ensemble. Alors celle-là, il fallait la voir, enfin plutôt l'entendre. La musique de Ghostface Killah qu'on entend pendant ce court passage s'appelle Slept on Tony with Dirt, littéralement dormir sur Tony dans la poussière, qui sera, c'est marrant, suivi dans 3 minutes par la scène de Tony qui se réveille justement dans la poussière de sa grotte. Coïncidence? Ah bah clairement pas. La chanson commence par un scratch où on entend justement l'un des noms de scène de Ghostface Killah qui n'est autre que Tony Starks, avec un S parce qu'il n'avait pas eu les droits pour s'appeler Tony Stark. Son premier album solo s'appelait quant à lui Iron Man, avec pas d'espace entre Iron and Man, parce qu'il n'avait pas eu les droits non plus. D'ailleurs, le membre du Wu-Tang est tellement fan d'Iron Man qu'on lui a même donné un petit rôle dans le film. Il a une petite scène qui malheureusement a été coupée au montage, donc on l'a pas vu. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Pour l'instant, première partie de l'analyse du film Iron Man. Je vous encourage, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu évidemment, à laisser un petit commentaire juste en dessous pour m'indiquer ce qui vous a plu dans cette vidéo. Ça prend un temps vraiment considérable de faire les liens entre les comics, les films et le monde réel. Donc du coup, je vous invite surtout à vous abonner en cliquant sur la cloche, comme ça vous serez averti dès que la prochaine vidéo sortira. Et puis on se retrouve à la prochaine évidemment pour la suite de l'analyse en profondeur d'Iron Man. D'ici là, si vous avez d'autres films du MCU ou de l'univers Marvel en général que vous souhaitez voir analyser en profondeur, eh bien mettez-le juste en dessous dans les commentaires également, je serai ravi de les lire et de voir ce qui vous plairait le plus. On se retrouve à la prochaine sur Marvel Profond. Ciao. À la paix.